Un crime contre l'humanité. Les mots sont forts, à dessein. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a qualifié les faits révélés la semaine dernière par nos confrères de CNN. Sur des images tournées en Libye, on voit des migrants venus d'Afrique subsaharienne vendus comme esclaves. Depuis, cette vidéo a fait le tour du monde, un peu à la manière du petit Elan, 3 ans, ce Syrien retrouvé mort sur une plage en Turquie. Le choc des images est en train de provoquer une prise de conscience à l'échelle mondiale, un élan d'indignation face au sort fait à ces personnes qui cherchent avant tout à fuir la misère ou l'oppression. Écoutez la réaction donc du président français hier. En effet, ce qui a été révélé au-delà de tout ce que nous avons pu dire et de ce que nous connaissons de la situation en Libye, relève bien de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité, c'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes. Et cette traite des êtres humains, elle génère plus de 30 milliards d'euros par an, elle touche malheureusement plus de 2,5 millions de personnes et 80% de ces victimes sont des femmes et des enfants. Emmanuel Macron, qui n'est pas le seul, l'Union européenne, l'ONU, le Conseil de sécurité font part d'une même stupeur, d'un même effroi. L'esclavage en 2017 aux portes de l'Europe. À qui la faute? Comment bannir ces pratiques d'un autre âge? Et surtout, avec ce reportage et ces déclarations outragées, est-ce que quelque chose est vraiment en train de changer? Pour en débattre, à mes côtés, j'accueille Roumiana Ogarczynska. Bonjour, vous êtes journaliste d'investigation, auteur de Pour la peau de Kadhafi, guerre, secret, mensonge, l'autre histoire, 1969-2011. C'est paru aux éditions Fayard. Également avec nous, Jacques Maire, député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci également pour votre présence. Merci à Mégo Terzian d'être parmi nous. Vous êtes président de Médecins sans frontières. Et puis en duplex de Rome, Léonard Doyle, vous êtes porte-parole du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Merci également à vous d'avoir accepté de participer à ce débat. Les images de CNN, Léonard Doyle, les auront au moins permis de faire revenir chez eux des migrants africains bloqués en Libye, puisque l'OIM a organisé un pont aérien. Si j'ai bien compris, l'OIM est là depuis longtemps et nous travaillons dans les centres de détention pour améliorer la situation. C'est en avril de cette année qu'on a signalé l'existence de ces marchés d'esclaves humains. Et ça a pris quelques temps, jusqu'à maintenant, jusqu'un journaliste indépendant a fait preuve à ce que nous avons signalé. Oui, alors parmi ceux qui ont pu bénéficier de ce pont aérien, en tout cas, c'est au cours de la semaine écoulée, 250 migrants camerounais, ils disent avoir vécu l'enfer total, vendus par des passeurs pour travailler comme esclaves en Libye. L'avion qui les transportait s'est posé à Yaoundé hier. Notre équipe sur place, Guy-Marie Mandolo, Christian Tamo et Marcel Amoko, ont recueilli leurs témoignages. Respirer l'air de la liberté devant un hôtel de Yaoundé. Un bonheur auquel goûtent ces migrants camerounais après des années passées dans l'enfer libyen. Avec encore des séquelles visibles de la torture subie par beaucoup d'entre eux comme Jean. Vous avez regardé ma tête. Ça c'est un fer. Parti du Cameroun il y a 10 mois avec le rêve d'arriver en Europe via la Méditerranée, Jean a été victime en Libye d'une traite humaine bien organisée. Vendu 4 fois comme esclave, entre 400 et 500 euros, 260 à 320 000 francs CFA. Un prix monnayé par le premier passeur sur lequel il est tombé. Il m'a encore pris. Il allait me vendre dans un autre ghetto. On nous a amenés à Brac. C'est un quartier qu'on appelait Brac. On nous a amenés là-bas. On était là. Nous étions les esclaves de tout un quartier. On ne te demande pas ce que tu vas manger. On ne te demande pas si tu as soif. On ne te demande rien. Vous êtes en train d'enlever peut-être les herbes dans un champ d'arachide. Vous allez travailler sans vous lever. J'ai perdu 2 personnes devant moi. Tu es avec quelqu'un, comment on le frappe, après il crie, et puis il meurt. Des conditions de vie atroces qui ont convaincu Jean et 249 autres migrants camerounais à fuir la Libye. Un retour volontaire à Yaoundé la nuit dernière par un vol spécial affrété par l'Organisation internationale pour les migrations. À leur arrivée, ils sont encore hantés par leur cauchemar après avoir tout perdu en Libye. Le regard lointain, la mine défaite. Ce père est soulagé de revenir au Cameroun avec toute sa famille, après avoir dû payer une rançon de 6 000 $, plus de 3 300 000 francs CFA, pour pouvoir libérer ses 2 enfants. On a des frères qui sont incarcérés là-bas. Quand on vous kidnappe, on vous bastonne, on vous torture. La famille, si on n'envoie pas l'argent, on vous casse des 4 membres, on vous jette au désert.
Sauvée par la grâce du ciel, un sentiment partagé par cette migrante au lendemain de son retour. Elle fait partie de la centaine de femmes rapatriées après avoir été capturées alors qu'elle était enceinte. Son bébé et elle n'auront eu la vie sauve que grâce à la rançon payée par sa famille, un traitement inhumain qu'elle attribue à sa peau noire. La peau noire est une marchandise en Libye. On nous vend à vil prix comme des poulets. Vous avez été vendue? Oui, j'ai été vendue, j'étais encore enceinte. J'ai été vendue en France CFA, ça fait 1 million. Parce que si j'accouchais en prison, on allait me vendre à 1,5 million. Un retour au pays vécu comme un retour d'enfer. Des centaines de Camerounais seraient encore en Libye. Et d'après l'ONU, près de 400 000 migrants d'une quarantaine de nationalités restent piégés dans le chaos libyen. Voilà, et j'accueille également à mes côtés mon confrère Claude Issiard. Bonjour, vous animez à l'émission Couleurs Tropicales sur RFI. Vous êtes porte-parole du collectif contre l'esclavage en Libye, vice-président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, le CREFOM. Des camps comme celui qu'évoquent ces migrants, comme celui qu'on a vu sur ces images de CNN, il y en a beaucoup en Libye. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées? Écoutez, les chiffres varient. Certains parlent de 20 000, de 40 000, on ne saura jamais vraiment. Parce qu'il n'y a pas de recensement au moment où vous entrez en Libye. Ce que je peux vous dire, c'est que les atrocités ne sont pas isolées, ne sont pas des cas isolés, ce que nous voyons là. Mais il y a, lorsque les uns et les autres sont pris, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, d'une capture, eh bien, il y a une violence physique exercée qui est immédiate, comme pour soumettre. C'est ce que l'on pratiquait du temps de l'esclavage, que ce soit de l'esclavage transatlantique ou l'esclavage arabo-musulman. Moi, vous savez, je suis né au sein d'un peuple qui est né dans les fers de l'esclavage, puisque je suis africain de la Caraïbe, guadeloupéen. Et cette violence de l'esclavage, je la ressens encore dans mes chairs. Et c'est vrai que certains disent oui, nous étions au courant, nous savons qu'en Libye, même du temps de Kadhafi, qu'il y avait cette violence exercée contre les Afros et que tout ça s'est systématisé avec la chute de Kadhafi et un pays qui n'en est plus un. Mais je crois que tous les sachants qui disent « nous savions » et qui n'ont rien fait, il y a chez certains, en tout cas, une part de complicité. Parce que vous avez été surpris en voyant ces images de CNN? Non, c'est juste, ces images-là étaient tellement violentes, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce qui a suscité chez moi cette colère, une colère saine, et donc j'ai fait cette vidéo, et qui a choqué les uns et les autres, mais je n'en pouvais plus. Nous n'arrêtons pas de dénoncer, de dire ce qui se passe en Libye. Lorsque le 3 février 2017, lorsque l'Union européenne a donc signé cet accord avec la Libye, et pas seulement, avec d'autres pays également, lorsqu'il y a eu cette rallonge budgétaire de 200 millions d'euros, nous savions très bien que ça n'allait pas juste enrayer une migration, mais que ça allait en tout cas être une violence envers ces jeunes Africains. On va y revenir. Roumiana Ogarczynska, est-ce qu'il y a aussi le cas spécifique de la Libye? Est-ce que les populations d'Afrique subsaharienne y font l'objet de discrimination, historiquement? Oui, historiquement, il y a eu beaucoup de cas signalés du temps de Kadhafi, bien sûr. D'autant plus depuis la chute de Kadhafi, puisque le chaos s'est installé et que ces violences qui étaient connues, qui n'étaient pas signalées, c'était un pays extrêmement fermé, il y a eu une explosion de ces violences du fait de la multiplication de seigneurs de guerre, du fait de la multiplication des trafics divers et variés, et puis du fait que ce chaos qui a été installé et qui, pour partie, n'a pas été résolu, je dirais, avec la complicité de la communauté internationale, puisqu'on a apporté des solutions qui ne fonctionnent absolument pas, et on s'est obstiné à les maintenir sans voir à quel point ces populations souffrent. Il y a une discrimination vis-à-vis de tous ceux qui sont africains. Après, c'est tout de même une société qui est très mélangée. Moi, j'ai vu des hommes de peau noire cohabiter avec des Libyens de façon tout à fait pacifique et amicale. Il
faut pas non plus dire que tous les Libyens sont racistes. Il ne faut pas non plus pointer du doigt un pays. Mouammar Kadhafi se présentait justement comme un leader, un porte-parole de l'Afrique et un ami de tous les pays africains. Énormément d'Africains travaillaient en Afrique et c'est ce qui d'ailleurs permettait à ce pays de fonctionner. Ces Africains-là aujourd'hui ne trouvent plus de travail en Libye du fait de ce chaos qui s'est installé et cette migration en fait s'est accentuée depuis la chute de Kadhafi. Mais on s'est ému de ce qui se passe. Je dirais que depuis tout de même 3 ans, on sait qu'il y a des milliers de migrants qui meurent. C'est tout de même terrible qu'on ne s'émeuve pas de la mort de ces gens-là depuis ce temps-là. Mégo Terzian, vos humanitaires, vos médecins travaillent en zone de guerre. Vous avez l'habitude de voir des États faillis, comme on dit, et la difficulté parfois d'atteindre les populations. Est-ce que ce qu'on a vu sur ces images de CNN et ce qu'on vient de raconter, donc ces 253 Camerounais à leur arrivée à Yaoundé, ce sont des faits auxquels vous êtes habitués? Mon propre expérience, c'est la première fois où j'observe, ou mes équipes observent un nombre important de populations migrantes dans des camps de détention, mais aussi dans des zones secrètes. Majorité, a priori, sont hébergés donc, dans ces zones secrètes, des entrepôts, etc., des hangars. Donc c'est la première fois où on observe cette situation. Jacques Père, vous avez été surpris, vous, de voir ces images et d'apprendre à travers elles le sort qui était réservé à certains de ces migrants qui tentent de gagner l'Europe. Et est-ce que, d'après vous, l'État libyen porte une responsabilité, comme semblent le dire les autorités françaises, par la voix de Jean-Yves Le Drian et d'Emmanuel Macron, lorsqu'il est question d'une réunion express du Conseil de sécurité des Nations Unies? Alors non, je n'étais pas surpris. Je ne connaissais pas l'existence d'enchères comme ça collectives, mais j'ai visité à 2 reprises au printemps des centres de l'OIM au Niger et j'ai participé à des débriefs d'Africains d'Afrique noire qui revenaient sur le territoire nigérien pour revenir chez eux. Et tous les témoignages que j'ai entendus parlent de la même chose, à savoir des séquestrations longues, du travail obligatoire, des mauvais traitements, des enfermements qui peuvent durer 6 mois, 1 an, 2 ans, et des personnes qui reviennent en général épuisées, traumatisées. Et le grand drame pour nous, c'est effectivement de savoir qu'il y en a beaucoup qui restent, et d'autre part que ces témoignages, qui sont en plus, je dirais, relatés par ces personnes auprès de leur communauté d'origine, finalement, n'empêchent pas les remontées. Léonard Doyle, vous êtes toujours avec nous en direct de Rome. C'était le 12 octobre dernier, un responsable de l'Organisation internationale des migrations affirmait à la lumière des chiffres que malheureusement le nombre de morts estimés dans le désert est au moins 2 fois plus important que celui en Méditerranée. C'est dire donc que la traversée notamment de la Libye est plus dangereuse que celle de la Méditerranée? Probablement, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe en désert. Il n'y a pas de chiffres comme on a en mer. Mais je dois corriger une petite chose, c'est que l'OIM ne gère pas les centres de détention, si j'ai bien entendu. On est là pour aider les migrants, pour être là pour leur aider, pour être sûr qu'ils ne sont pas maltraités. Et c'est nous qui a fait révéler, si vous voulez, le fait de ces marchés d'esclaves. Souvent, il y a des critiques d'OIM, mais le fait simple, c'est qu'on est là pour aider les migrants, pour sauver la vie et pour les aider à retourner chez eux. Oui. D'une manière volontaire. Est-ce que, d'après vous, l'État libyen porte une responsabilité, enfin ce qui aujourd'hui est reconnu comme étant l'État libyen aux yeux de la communauté internationale, du moins d'un certain nombre de puissances occidentales, est-ce que ces autorités-là portent une responsabilité dans le sort réservé à ces migrants? Les autorités libyennes ont une responsabilité pour les centres de détention, mais les marchés d'esclaves ne sont pas là, ce sont ailleurs, sont cachés par des criminels, par des passeurs. Oui, sur les autorités, vous m'avez posé la question également. C'est évident qu'il y a une responsabilité de l'État libyen.
Mais c'est évident aussi qu'il n'y a pas d'État libyen en tant que tel aujourd'hui construit, avec des capacités de gérer ses frontières, avec ses capacités de maintenir un ordre public. Il y a des factions, il y a un processus politique, une plateforme qui doit associer l'ensemble des partis pour reconstruire, je dirais, une démarche institutionnelle. Mais la réalité, c'est que la Libye, elle est aux mains, je dirais, de situations plus ou moins anarchiques. Oui. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'interlocuteur en tant qu'Union européenne. Claude, une situation hors de contrôle, on ne peut donc pas les accuser, ces autorités libyennes? Non, mais je ne suis pas du tout d'accord. L'Union européenne a bien négocié avec des personnes, avec une autorité, en tout cas qu'elle estimait être l'autorité libyenne. On a bien donné de l'argent à ces gens. Donc les responsabilités, elles sont libyennes. Elles sont européennes également, parce que nous savions, vous savez, lorsque vous dites « tenez, freinez-nous ces gens-là eh bien, il peut tout leur arriver, on donne à ces personnes-là, à ces autorités-là, la possibilité de dire à des milices ou à des groupes armés de les tuer, ou en tout cas d'en faire ce qu'ils veulent. Et puis, la responsabilité partagée, elle incombe également, cette responsabilité, aux États africains eux-mêmes, d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'à quel moment vous laissez partir votre jeunesse, certes, parce que vous êtes incapable de leur donner un avenir. Lorsqu'on est jeune, on rêve, on veut réussir sa vie, on a envie de construire une famille, on a envie d'avoir une jolie maison, une jolie voiture, on a envie de choses, parce que les chaînes de télévision vous abreuvent de choses qui vous infligent et qui vous affligent aussi. Et vous avez des États, donc, qui voient leur jeunesse partir et qui, même là, dans cet épisode, dans cette séquence qui nous occupe, n'ont, à mon avis, pas eu la bonne réaction, la réaction immédiate. Aujourd'hui, on voit bien que le leadership dans ce dossier, c'est la France qui vient de le prendre, c'est le président Macron. On le remercie. Pour nous, c'est un crime contre l'humanité. C'est évident. On aurait beaucoup aimé que d'autres chefs d'État le disent. On aurait beaucoup aimé, et c'est ce que la jeunesse... J'ai pas envie de taper, moi, sur les et chefs on a d'État entendu, africains. avant que vous arriviez, Emmanuel Macron, effectivement, le dire, à la suite de ce que vous-même, d'ailleurs, aviez dit, puisque vous parliez vous-même de crimes contre l'humanité déjà depuis un moment. Pour moi, c'était évident. On va en reparler dans un instant. Dans la deuxième partie de ce débat, restez avec nous. Retour au débat de France 24 après la diffusion la semaine dernière d'images par CNN montrant des migrants vendus comme des esclaves en Libye. On en parle avec Roumiana Ogarczynska, journaliste d'investigation, auteur de Pour la peau de Kadhafi, Guerre, secret, mensonge, l'autre histoire, 1969-2011, c'est paru aux éditions Fayard. Claude Issiard, porte-parole du collectif contre l'esclavage en Libye. Vous êtes vice-président du conseil représentatif des Français d'outre-mer et vous êtes par ailleurs journaliste sur RFI. Vous présentez l'émission Couleur tropicale. Mego Terzian, président de Médecins sans frontières, est également avec nous, tout comme le député La République en marche des Hauts-de-Seine, Jacques Maire, et enfin en duplex de Rome, Léonard Doyle, porte-parole du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Info Migrants, le site d'information destiné aux migrants dont France 24 est partenaire, a recueilli le témoignage d'un jeune mineur malien hospitalisé à Paris. Il témoigne de son expérience en Libye pour mettre en garde ceux qui seraient tentés à leur tour d'emprunter la route vers l'Europe. Écoutez-le. Quand vous êtes vendu par un Libyen, par un Arabe, il vous met pas en prison comme ce qu'on vous fait croire aux gens. On vous met dans un ghetto. Un ghetto, c'est plus pire qu'une prison. Parce qu'une prison, tu n'es pas privé de ta liberté. Tu fais des mouvements, tu vas et viens, tu manges normalement. Pour toi, un ghetto, tu as un repas sur 2 ou sur 3 jours. Et en plus, c'est un repas de 10 personnes fait avec de la farine, du bankou et une petite pâte de tomates. C'est-à-dire que là, tu vas passer la plupart de ton temps à être battu. Matin, midi, soir, vous serez toujours battu pour que vos familles payent de l'argent. J'ai été brûlé avec la cigarette, avec des tasers. On m'a maltraité, on m'a torturé. Tout ça pour que je paye, mais je n'ai pas d'argent. Je suis seul au monde. Comment est-ce que je vais faire si tu n'as personne, tu es non mort? Je vais vous donner un conseil. Retournez-vous, c'est mieux. Parce que depuis votre pays, vous êtes tous déjà vendus. Arrivez au Niger, les coxers vont prendre. Les coxers, c'est les passeurs. Ils vont prendre l'argent avec vous et aller vous vendre. Et non seulement on prend ton argent et on te vend encore. Le chauffeur a failli fuir pour nous laisser dans le désert. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés. Beaucoup de personnes n'atteignent même pas la Libye.
d'autres meurent dans le désert et d'autres meurent en cours de route dans les prisons et aussi en mer. Réfléchissez bien avant de prendre cette route, sincèrement dit, parce que c'est pas du tout facile. Sincèrement dit, mes frères, je suis passé par là. Aujourd'hui, regarde comment je suis devenu maigre à cause de la Libye. La Libye, c'est pas un pays, je vous le jure. La Libye, c'est le bordel. Règne le chaos, tout ce qui est mauvais règne en Libye. Voilà, on vient d'entendre ce témoignage, parmi d'autres, ces migrants qui ont connu la torture, la souffrance et l'esclavage au passage. Roumania Ogarczynska, vous me disiez pendant la pause qu'il y a des responsabilités libyennes, il faut en parler. Oui, absolument, parce que les constats ont été faits et beaucoup de confrères sont allés les recueillir. J'ai moi-même passé du temps en Libye, à Tripoli. Il y a ce drame que nous avons constaté. Et il faut pointer les responsabilités parce qu'elles sont claires. Cela se passe à une centaine de kilomètres autour de Tripoli, là où ont été installées des autorités par la volonté de la communauté internationale et de l'ONU. Je rappelle que ce sont des accords signés il y a 2 ans avec le soutien de l'ONU et de la communauté internationale qui ont choisi d'installer un gouvernement d'union qui n'a d'union que le nom, qui n'est reconnu quasiment par personne sur place, je veux dire, qui n'a pas d'autorité, qui s'appuie sur des milices qui sont justement celles qui organisent ces trafics, qui se nourrissent de ces trafics et qui font que cela est devenu un véritable business, le business certainement le plus florissant de tous les trafics qui existent actuellement. Le gouvernement de Fayez al-Sarraj en a conscience de cela ? Le gouvernement en a conscience puisque les Européens et beaucoup de pays européens, dont l'Italie, qui est la première concernée, en parlent régulièrement. Il y a régulièrement des négociations. Mais consciencieusement tout de même, on évite de dire où sont les responsabilités. Pourquoi donne-t-on des moyens à un gouvernement qui n'est pas capable d'asseoir son autorité et qui n'est pas obéi par ceux qui sont censés être tout de même les forces gouvernementales et légales qui soutiennent ce gouvernement. Pointons les responsabilités. Pourquoi donne-t-on des moyens à une autorité qui ne l'est pas ? Elle ne l'est pas. Cela ne fonctionne pas et nous sommes coupables de cette situation. Léonard Doyle avec nous à Rome, un enfer alimenté par les financements de l'Union européenne. Vous êtes d'accord ? Ah non, malheureusement pas du tout. Je pense que ce que font l'Union européenne, et je ne parle pas pour eux, mais je pense que ce qu'ils font, c'est aider nous et les autres internationales à sauver la vie des migrants qui sont bloqués en Libye. Et c'est très clair, il y a tellement de problèmes avec la migration à travers la Libye que si on les laisse comme ça, ils vont mourir dans des nombres énormes. Et ça commence avec le téléphone portable, ça commence avec le Facebook où les jeunes en Afrique voient une image de l'Europe à travers des passeurs, arrivent en Libye et sont immédiatement mis en prison par des criminels. Il y a une torture extraordinaire, il y a extorsion, on appelle les familles pour les payer, et puis ils sont vendus de l'un à l'autre. Alors, si l'Union européenne n'est pas là pour aider de finir avec cette situation, qu'est-ce qui va se passer avec ces migrants? S'il n'y a pas un système pour les retourner chez eux volontairement, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Je pense que souvent les critiques sont un petit peu plus politiques que des vraies critiques. Jacques Maire, vous le pensez aussi que ces critiques sont politiques? Est-ce que vous êtes d'accord avec Léonard Doyle que d'une certaine manière, l'Europe contribue à atténuer davantage qu'à alimenter ce trafic et cette traite que l'on a vue à travers les images de cette première partie? L'Europe a un vrai problème parce qu'effectivement, on peut dire que sur le terrain, les Anglais, les Français, il y a quelques années, ont gagné la guerre. Ils ont perdu la paix. On a un État qui a explosé. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a pas décidé de mettre un espèce de gouverneur général occidental qui mettrait, je dirais, en carré la Libye. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, il y a un préalable, reconstruire un État. Et effectivement, cet État, il se reconstruit très difficilement, ça prend du temps. Ça a régressé, là, ça progresse un petit peu. Il faut écouter un petit peu ce que disait M. Salamé il n'y a pas très longtemps. Après, il y a
Hassan Salamé, qui est l'émissaire des Nations Unies. Après, il y a des vraies difficultés. Par exemple, effectivement, vous disiez tout à l'heure, on annonce un paquet d'argent en février pour aider à un partenariat avec la Libye, pour trouver des moyens, je dirais, d'accompagner et de prévenir les détournements et les trafics et les massacres. On a très peu d'opérateurs. On a très peu d'opérateurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut mettre en place des mécanismes de consommation de ces financements pour aider à résoudre le problème, on n'y arrive pas parce qu'on a peu d'opérateurs. Et je prends un deuxième exemple. Quand on a des situations dans lesquelles on arrive à avoir de la donnée, parce qu'il y a des équipes conjointes d'investigation qui existent, financées par l'Union européenne, au Niger, avec la France, l'Espagne et d'autres pays, et dans d'autres pays, pour essayer de identifier les trafics. Eh bien, on y arrive parce qu'on fait des écoutes téléphoniques, parce qu'on a des informations, parce que les passeurs sont identifiés. Après, il n'y a pas aujourd'hui la coopération judiciaire et pénale, par exemple, entre pays africains et européens, qui permet de démanteler ces trafics. Il faut le faire, ça prend du temps, et en même temps, il y a une crise humanitaire à côté. Et donc, la seule façon qu'a eu effectivement aujourd'hui la communauté de réagir, c'est des moyens, et puis maintenant de la pression politique, en disant, effectivement, si la justice ne fait pas son travail en Libye, ça va au Conseil de sécurité et on va vers des sanctions. Un manque de moyens ou un problème de philosophie de la part d'une Europe qui sous-traite d'une certaine manière sa politique migratoire. Mégo Terzian, Médecins sans frontières dénonce depuis longtemps cet accord en vertu duquel la Libye s'est vue octroyer 132 millions d'euros pour empêcher les départs vers l'Europe. Oui, et on continue à dénoncer. Il y a quelque temps, les Européens ont vu que l'accord Union européenne-Turquie marche très bien. Il n'y a plus de migrants ou réfugiés qui arrivent en Grèce. Maintenant, ils veulent appliquer la même chose en Libye, et avec succès. Donc, c'est une politique de refoulement des populations. On a vu d'ailleurs sur le graphique la baisse des passages de la Méditerranée. Oui, ils disent 30% de moins. En tout cas, nous, on observe, on travaille toujours sur un bateau sur la Méditerranée. On observe une réduction drastique des arrivées des migrants. Donc, on arrive à bloquer les populations en Libye. On arrive à refouler les populations chez eux. Et on collabore avec des criminels et on fait le marchandage de l'être humain. Voilà ce qui se passe en Libye. Claudicia, vous aussi, vous dénoncez cet accord. Est-ce que lorsqu'Emmanuel Macron, comme il l'a fait récemment, propose d'ouvrir des hotspots, des centres de regroupement au Niger et au Tchad, moyennant soutien financier, là aussi, vous vous élevez, vous avez salué l'appel du président français il y a quelques instants qui évoquait un crime contre l'humanité. Lorsqu'il est question de hotspot, quelle est votre réaction ? Ma réaction à l'époque a été la colère. Je trouve que l'Europe, la France, ruse avec les principes d'égalité et d'équité. Nous rusons avec nos principes de liberté, égalité, fraternité. Je suis très heureux que vous ayez employé le terme de guerre pour qualifier l'expédition punitive de 2011 contre la Libye de Kadhafi. Et pour que la France mène une guerre, il faut en passer par le Parlement. Ce qui n'a pas été fait, c'est donc une guerre illégale. Vous parlez d'expédition punitive. Il y avait un ultimatum sur Benghazi, le risque de voir mourir des populations à échéance de 24-48 heures, nous disait-on à l'époque. Écoutez, il y a d'autres pays dans le monde. On ne va pas refaire la guerre en Libye. On ne va pas refaire la guerre, je pense que ce n'est pas le propos. Mais aujourd'hui, nous savons que les raisons de tout cela sont peut-être un petit peu plus... donc on va pas revenir. Qui a voulu mener la guerre et pourquoi il a voulu la mener. Je pense que ce n'est pas le propos aujourd'hui. Il y a, moi, quelque chose qui me choque et dont on ne parle pas. Les Africains sont les seuls qui n'ont pas la possibilité de voyager comme les autres à travers le monde. L'Afrique, on peut considérer que l'Afrique, ce pays où à la conférence de Berlin, on a décidé que l'on allait exploiter les richesses, coloniser, exploiter les richesses de ce continent. Et aujourd'hui, on voit bien, s'il y a autant de jeunes qui partent, c'est parce que sur place, ils ne peuvent pas se garantir, en tout cas, une vie meilleure. Donc il est normal, lorsque l'on est jeune, d'avoir envie de partir. Je le disais tout à l'heure. Souvenez-vous cette chanson de Jean-Jacques Goldman, là-bas, des années 80, ce jeune homme qui veut partir pour justement aller se révéler ailleurs parce qu'il ne peut pas le faire chez lui. Donc quand je dis que nous rusons avec nos principes, il y a aujourd'hui ces pays d'Afrique francophone, puisque le gros des migrants, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, viennent d'Afrique francophone. Il y a donc cette zone... On ne va pas parler de CFA et tout cela, mais de pays qui n'arrivent pas à s'industrialiser. Et c'est ce qui pousse ces jeunes à partir. Lorsque vous voulez créer des hotspots pour que les jeunes ne partent pas, en tout cas qu'ils soient bloqués dans des pays, nous participons à un crime. Nous ne devons jamais oublier que les Amériques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont été colonisées
Les peuples autochtones ont subi un génocide chez certains et pas chez d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait une justice, une équité. Vous voulez dire que nous devrions au contraire donner les moyens à ces jeunes ou à ces populations de venir chez nous? Il est temps, quitte à organiser leur voyage? Il est temps d'arrêter de dire nous. C'est vrai que ce monde est géré par les Occidentaux. Ce monde a été créé par les Occidentaux et ce sont les maîtres du jeu. Mais il faut que ça change. Lorsque, par exemple, monsieur disait « Non, nous, l'Union européenne, nous aidons. Si nous n'étions pas là, eh bien, ces gens-là mourraient. » Ben oui, évidemment. Mais enfin, c'est quand même nous qui avons aidé ou qui avons participé à ceux qui se jouent aujourd'hui, aux crimes perpétrés aujourd'hui. Donc, alors, on va prendre une expression toute faite, pompier pyromane. Il y a une dette morale, c'est ça? Et donc, il y a plus qu'une dette morale. Oui, évidemment, il y a une dette morale. C'est le rôle de l'Europe aujourd'hui d'assurer la venue, le transport de ceux qui souhaitent venir? C'est de réparer aussi les erreurs commises. Je vais donner la parole dans un instant à Roumania Ogarczynska, mais peut-être un détour par homme, parce que Léonard Doyle n'avait pas l'air d'accord, effectivement, à ce que disaient à la fois Mégo Terzian et Claude Issiard, Léonard Doyle. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il faut rendre compte que l'année dernière, plus ou moins 5000 personnes sont noyées en Méditerranée. Cette année, c'est plus ou moins 2000 personnes. Il y avait des corps partout, des migrants sur les côtes de la Libye, avant que la côte garde de la Libye ait été aidée à sauver les gens qui sont mis en mer par des passeurs. Les vrais criminels dans cette histoire sont les passeurs et les trafiquants. Et je pense qu'il faut faire focus sur ça. Et ceux qui les financent. Il y a une responsabilité. Vous ne pouvez pas... Ceux qui financent les passeurs, c'est les pauvres de l'Afrique qui payent les sommes de leur famille, qui pensent qu'il peut arriver en Europe. C'est un scandale absolu ce qui se passe et l'argent passe vers les militants et vers les passeurs. Et si on peut faire la politique toute la journée, si vous voulez, mais le fait simple, c'est que la moitié des personnes sont mortes cette année, grâce à le fait que le marché, derrière les centres de détention, derrière les passeurs, c'est presque terminé. Roumania, grâce aux opérations. Oui. Terminé, on vous écoute, Léonard Doyle. Moi, je pense qu'il faut avoir une discussion assez calme sur ce sujet. C'est très sérieux. On a parlé plus qu'une demi-heure sans parler vraiment des êtres humains qui sont vendus. Les pauvres de l'Afrique qui viennent des pays qui sont très mal gérés, qui cherchent une autre vie, qui cherchent cette vie qui sont pris par des passeurs pour l'enfer. Ils cherchent quelque chose d'autre. Et c'est finalement, maintenant que le fait des marchés des esclaves, c'est sur les télés grâce à la CNN, que finalement, on ouvre les yeux. Roumania Ogarczynska, vendu. Oui, vendu à qui? À des Libyens, des familles libyennes? Concrètement, est-ce qu'on sait quel est le sort réservé justement à ces migrants vendus comme esclaves? La plupart de ces migrants vendus sont enrôlés par des familles pour travailler, ou alors ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'ils sont revendus d'une milice à l'autre, ils sont véritablement rackettés. Dès qu'ils sont libérés, ils sont attrapés par quelqu'un d'autre ou carrément transférés à une autre milice ou à un autre groupe criminel qui redemande à la famille de payer. D'ailleurs, beaucoup de migrants disent on a appris, on ne donne pas tout l'argent d'un coup. Mais vous savez, en parlant d'êtres humains, il y a beaucoup d'êtres humains en Libye qui souffrent. Il y a les migrants, il y a les Libyens qui sont kidnappés régulièrement tous les jours. Ce sont ces mêmes groupes qui organisent cela. Il y a les affrontements entre groupes armés qui tuent. Ce sont les mêmes. Il est grand temps... Vous savez, la Libye, c'est un petit pays, tout se sait. Et en Libye, on sait très bien qui organise ça, qui en est coupable, qui fait quoi. Il est vraiment temps de contraindre ceux qui le savent, de prendre leurs responsabilités, de les dénoncer, de les traduire en justice. Vous dites, vous aussi, que l'Union européenne porte une responsabilité en versant des sommes d'argent importantes à l'État libyen ? On ne peut pas verser des sommes à un État qui ne fonctionne pas. Comment voulez-vous contrôler la façon dont ces fonds sont répartis? D'ailleurs, allez voir sur place, allez discuter avec les responsables libyens. Ceux qui sont de bonne foi vous disent eux-mêmes, on ne peut pas le contrôler. Donc vous dites, vous aussi, il ne faut pas chercher à organiser le maintien sur place des migrants qui souhaitent gagner l'Europe?
On ne peut pas les maintenir sur place, c'est impossible. D'ailleurs, vous savez, quand ils traversent le désert, il y a des patrouilles qui tombent sur des migrants et qui ne veulent pas les emmener dans des centres de transfert, notamment dans le sud à Koufra, parce qu'ils disent « Nous n'avons pas les moyens de nous en occuper ». Nous n'avons pas les moyens. Jacques Maire, ça veut dire que la politique qui vise à essayer de contenir l'arrivée des migrants, elle est vaine et injuste ? La politique, elle vise d'abord à faire en sorte que chacun des États, le long de la route migratoire, État d'origine, État de transit, puissent eux-mêmes gérer leur accès, leurs frontières et leur sécurité. Ça, c'est très important. Je reprends la question des hotspots que mon voisin a écouté tout à l'heure. Ce n'est pas des centres de détention. Qu'est-ce que c'est que ces hotspots ? C'est des endroits dans lesquels, volontairement, des personnes qui ont été identifiées par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, comme pouvant bénéficier du droit d'asile, arrivent dans un endroit qui est effectivement géré par l'OFPRA, et l'OFPRA, au lieu d'attendre qu'ils soient arrivés à Paris, et donc passe par le désert et la mer... Pour étudier les demandes. L'Office français de protection des réfugiés apatrides. Et effectivement, et si jamais ils sont éligibles, dans ces cas-là, ils viennent en France. Bon. Et plusieurs centaines sont déjà en cours de L'idée étant d'éviter d'avoir à expulser après coup, une fois présents en France, des personnes qui se seraient vues déboutées du droit d'asile et donc considérées comme illégaux. Oui, et faire en sorte que les personnes qui vraiment ont un profil relevant du droit d'asile puissent, sans risquer leur vie... Non, mais installer des hotspots en Libye, ce n'est pas du domaine du rêve, c'est du domaine du mirage. En l'occurrence, ils ne sont pas en Libye. Ils ne sont pas installés en Libye précisément pour cette raison-là. Non, mais ils sont en Niger, madame. Ils ne sont pas en Libye. Et s'ils ne sont pas éligibles, si ces jeunes ne sont pas éligibles, eh bien, ils n'ont pas le droit d'asile. Et donc voilà. Écoutez, monsieur, ce que je veux dire, c'est je ne connais pas de gouvernement européen. Qu'advient-il de ces jeunes ? C'est ce que je vous pose une question. Eh bien, c'est bien simple. On a, avec l'OIM, et M. Doll l'a bien dit, un dispositif qui, tout au long de la route migratoire, peut permettre aux jeunes qui n'ont pas accès à l'asile et qui redoutent le passage mortel de la Libye, de pouvoir être accompagnés avec une démarche d'accompagnement volontaire dans leur pays d'origine. Et c'est le rôle de l'OIM de leur faire un sas de décompression, remise en situation sanitaire et mentale positive, et puis réaccompagner. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'avenir à travers une route mortelle vers le nord. Il y en a 10 000 qui ont été raccompagnés. Claude Issiard, une dernière question, puisque vous disiez que l'Europe a une dette autre que simplement morale, qu'il fallait réparer les erreurs du passé. Pas seulement, pas seulement. Oui, pas seulement. Mais simplement... on entend effectivement aujourd'hui un certain nombre d'ONG accuser notamment l'Europe et au premier rang la France, de conditionner justement la politique, disons, le travail en commun, disons, avec un certain nombre de ces pays sur la question des migrants à l'aide au développement. Est-ce que là aussi vous y voyez une hypocrisie ? Je vais tenter de vous répondre, mais en ne répondant pas à votre question, parce que je suis contre le fait de priver des êtres humains de voyager à travers cette planète. Donc je ne peux pas... Pour vous, l'aide au développement ne doit pas être une condition où là... Mais je sais que ça choque Monsieur Doge, et je comprends ce qu'il... parce que la position qui est la d'accord, parce que la position qui est la sienne, je suis assez d'accord qu'il faut aider ces jeunes, il faut aider ces migrants, et il faut comprendre quelles sont les raisons de ces migrations, de cette volonté, de cette envie de partir. Et il faut donc que la France revoie sa politique avec les États africains. Il faut que l'Union européenne revoie sa politique avec l'Union africaine. Et là, nous sommes dans l'actualité donc du sommet qui réunit ces deux entités continentales. Et je crois que là, il y a matière à aller beaucoup plus loin. Je pense que cet épisode-là va changer les rapports de l'Afrique avec l'Europe, de l'Afrique avec le reste du monde. Et surtout, peut-être que les dirigeants africains eux-mêmes s'expriment auprès de leur population pour que leur population comprenne pourquoi les situations sont celles-ci, économiques, politiques et autres. Sommet à la fin du mois. Merci beaucoup. Merci, je trouve. Merci beaucoup. Merci Claude Issiard, merci également à Rumiana Ogarczynska, merci à Jacques Maire, à Mégo Terzian et avec nous en duplex de Rome, Léonard Doyle. L'actualité continue tout de suite avec un œil sur les médias.
Un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Et la mobilisation contre l'esclavage en Libye, justement, elle prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur, c'est ce que souligne cet article du Monde. Il y a de plus en plus de réactions, on va le voir sur les réseaux sociaux. Elle prend de l'ampleur justement parce qu'un de nos invités ce soir, Claudie Siard, a largement participé à donner de l'écho à cette affaire, notamment via une vidéo qui a été très partagée sur les réseaux sociaux, un coup de colère qui a été largement repris, notamment sur Twitter et sur Facebook. Et puis il y a eu cette manifestation. Ce soir, il y avait un rassemblement du côté de Bruxelles pour dénoncer l'esclavage en Libye. Sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître un certain nombre de visuels comme celui-ci, « Je ne suis pas à vendre », ou encore cette image d'un footballeur qui joue dans le championnat espagnol, hors football, « Je ne suis pas à vendre », qui était assez partagé aujourd'hui sur Twitter. Toujours sur Twitter, l'incompréhension de cet internaute, comment ce genre de choses peuvent encore arriver après tant de combats menés par Sankara, par Luther King, et que ce soit des gens, des Africains, entre parenthèses, puisque la Libye est en Afrique, puissent perpétrer cette ignominie qui est l'esclavage. Une autre réaction, celle de la CIMAD sur son compte Twitter, qui parle de l'hypocrisie de la communauté internationale, en rappelant qu'un responsable de la CIMAD, en 2011, évoquait déjà des personnes étrangères enfermées dans des eaux à Tripoli. On ironise sur la réaction du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est dit horrifié par ces reportages. Sur ce tweet également, même tonalité, mais cette fois à l'égard de l'Union européenne qui ferait preuve, selon cet internaute, d'immoralité de fond et de moralité de façade. Beaucoup de réactions avec cette tonalité-là. Et puis cet article sur notre site internet, après cette vidéo, ça a suscité aussi des réactions du côté du Rwanda qui se dit prêt à accueillir 30 000 migrants africains. Le site Géopolis, le site de France Télévisions, lui, se fait l'écho de ces témoignages de Camerounais qui reviennent de Libye, qui racontent l'horreur. C'était tout simplement l'enfer, raconte un jeune homme qui explique qu'il ne conseillerait pas le pays, même à son pire ennemi. Il a passé 8 mois en Libye avec sa femme avant d'être séparé d'elle, des conditions d'hygiène inexistantes, des passages à tabac, des viols, des assassinats. En tout cas, ces témoignages font froid dans le dos et évidemment sont exactement ce qu'on pouvait voir dans cette vidéo qui a largement été reprise. Et puis toujours sur les réseaux sociaux, beaucoup s'intéressaient à cette femme, Nima El Bachir, qui est la journaliste de CNN qui a fait éclater la vérité. Beaucoup d'articles pour expliquer qui est cette femme et évidemment très, très partagé également sur les réseaux sociaux. Les atrocités qui en tout cas mettent aussi en exergue un racisme envers les Noirs en Libye. C'est vrai, il y a cet article du Monde à lire, signé Charlotte Bozonnet, un article d'aujourd'hui qui nous explique qu'au Maghreb, il y a une persistance d'un racisme anti-noir. On évoque notamment le cas de l'Algérie, où il y a eu plusieurs fois des violences qui ont été relatées par les médias algériens. Il y a notamment l'histoire de cette Camerounaise qui a été violée. Ceux qui ont commis ce viol ont été punis, mais c'est vrai que ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Le site Slate, lui, s'arrête sur ces étudiants africains victimes du racisme ordinaire au Maroc. On pourrait également parler de la Mauritanie, même si l'esclavage y a été aboli. Dans les faits, la situation reste très compliquée pour les Mauritaniens qui ne sont pas des migrants, mais les Mauritaniens qui sont noirs subissent la loi des Blancs, en quelque sorte, qui contrôle l'essentiel du pouvoir. Merci Karim, voilà, c'était un œil sur les médias. Merci à nouveau à nos débatteurs. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.